Si seulement t'avais fermé ta gueule, Tony, tu ne te retrouverais pas dans ce bureau pourri, à la moquette aussi élimée que la carcasse qui te sert de corps. Après tout, que Lorraine s'encaisse les billets de la mafia pour fermer les yeux et aller tout sniffer sur le cul d'une pute le soir venu, ça ne te regarde pas. D'ailleurs, quand t'y penses, t'aurais pas aimé les avoir, les billets, toi? Ah non, c'est vrai, monsieur préfère garder son intégrité. Et maintenant que t'as balancé ton ripou de meilleur ami et que tu t'es fait virer du billet de Speedy, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Rester là, assis dans ton bureau de merde à boire un peu plus de cette chose qui prétend être du whisky tout en écoutant la pluie tomber? T'es pas fait pour ça, Tony. Ton meilleur ami est un ripou, et alors? Tout le service mange plus ou moins dans la main de la mafia depuis des années. Ne fais pas comme si tu venais de le découvrir. Ressaisis-toi et appelle Mademoiselle Camille. Je te rappelle que la Française t'a confié ta première affaire et que son ami est toujours porté disparu. Putain, quel con. Hey, salut tout le monde, je suis Ectélion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour parler de Café Noir, édition Venti, écrit par Doc Dandy, un jeu pour jouer du noir. Mais avant de parler de ce jeu, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère que les fêtes de fin d'année ont été douces pour vous et que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Pour ma part, oui, j'ai passé de très bonnes vacances qui étaient un petit peu rudes, voilà, il y avait beaucoup de choses à faire. Et la preuve avec cette vidéo qui sort très en retard, elle devait sortir avant la fin d'année et finalement, j'avais pas fini de la tourner avant la fin de l'année, ni de la monter, donc me revoilà à refaire complètement mon intro puisque maintenant elle est complètement dépassée, sinon je vous souhaitais joyeux Noël, donc bon, il fallait bien refaire. Alors voilà, me voilà aujourd'hui donc pour vous parler de Café Noir édition Venti. Alors qu'est-ce que Café Noir ? C'est un jeu pour jouer du film noir, voilà, des enquêtes policières dans une ambiance de film noir, on reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est écrit par Doc Dandy et c'est disponible en print on demand sur lulu.com et le PDF est disponible aussi sur le site de l'auteur, un lien itch.io avec ses autres jeux notamment. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler du noir, le genre noir. Qu'est-ce que c'est ? Puisque c'est un genre que certains ne connaissent peut-être pas, parce que c'est moins populaire que la fantasy ou la science-fiction ou le contemporain par exemple. Mais c'est un genre qui était très populaire, notamment au cinéma, dans les années 40. Donc c'est des vieux films en noir et blanc, etc., qui sont encore pas trop mal regardables aujourd'hui. Je dois bien dire que je suis en train de me refaire une petite culture là-dessus. Ce jeu-là m'a donné envie de m'intéresser plus en avant au genre noir. C'est un genre que moi j'aime bien, qui met généralement en scène des détectives privés, des gens de la rue qui enquêtent sur des problèmes de voisinage, mais c'est vrai qu'on a plus souvent affaire à l'enquêteur désabusé qui est souvent en proie à des addictions, qui a fait beaucoup d'erreurs, du genre j'ai perdu mes enfants, ma femme s'est barrée parce que je la trompais, maintenant je suis alcoolique, j'ai descendu un gamin lors d'une descente et maintenant j'ai été viré de la police et je prends de la drogue, enfin ce genre de trucs. Et ces gens-là vont généralement enquêter sur des problèmes des gens de la rue ou des problèmes du quotidien, on va dire. Par exemple, une prostituée qui a été abattue, quelque chose comme ça. Et en général, l'antagonisme va venir de magnats de l'immobilier, de gros patrons d'entreprise, du crime local, ce genre de choses. On est sur des enquêtes qui sont extrêmement humaines. C'est pas forcément les enquêtes les plus compliquées de l'histoire de l'enquête policière, mais on est sur des histoires humaines et on met l'humain, ses problèmes en avant, en général. Alors après, il y a une grosse esthétique de film noir. Si on parlait cinéma, on parlerait beaucoup de ça. Mais il y a vraiment une esthétique qui s'est développée. Si je dois parler de choses assez populaires pour évoquer l'esthétique du noir, déjà, il y a la ville. La ville, dans le noir, c'est généralement important. La ville est un personnage. Généralement, dans cette ville, il fait nuit et il pleut. Hein, c'est très souvent comme ça. Et si je dois parler d'œuvres
quelque part, Batman, ça me fait beaucoup penser à du noir. Alors c'est du super-héros, oui, mais Gotham City en particulier, c'est vraiment une ville tirée d'un univers noir. Ça a surtout été fait comme ça lors de la série animée des années 90, voilà, par exemple, ou Tim Burton, etc. On dirait vraiment une ville voilà, gothique, etc. Ça fait très très film noir, en tout cas je trouve moi personnellement. Sinon je pourrais aussi citer Sin City, mine de rien, moi c'est comme ça que j'avais découvert le genre à l'époque avec les comics et aussi les films qui, moi, je les ai vraiment adorés, surtout le premier. Mais voilà, il y a quand même beaucoup cette, comment dirais-je, cette ambiance oppressive mettant en scène des gens désabusés, des gens brisés, le boxeur qui s'est couché lors d'un match et qui le regrette, ce genre de choses. Il y a énormément d'exemples en fait de morceaux de noir qui ont été mis dans des œuvres qui ne sont pas forcément des œuvres noires à la base. Par exemple, si vous connaissez le film Dark City, pour moi Dark City c'est un film noir à 90%. Il y a le côté un petit peu science-fiction qui embarque, mais vraiment Dark City pour moi c'est un film noir. Donc voilà à peu près ce qu'est le genre noir, et je vous recommande de faire vos recherches sur internet, etc. Si jamais c'est un style qui vous intéresse, il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Et beaucoup de très bons films, de très vieux films en grande majorité, mais si le noir et blanc ne vous effraie pas, eh bien il y a beaucoup de bons films à regarder. Maintenant que nous avons vu ce qu'est le genre noir, eh bien je vous propose de passer tout de suite à la maquette et aux illustrations, puisque je vous rappelle qu'on est là pour parler de jeux de rôle quand même. Avant de parler de la maquette et des illustrations, un point que je n'ai pas dit encore, le jeu m'a été envoyé par son auteur il y a déjà un bon moment. Je m'excuse vraiment beaucoup du retard que j'ai pris pour faire cette vidéo. Ton jeu méritait une vidéo plus rapide, je suis vraiment désolé du retard que ça a pris. Mais sachez, voilà, donc l'auteur m'a envoyé son jeu, je l'ai eu gratuitement, mais ça n'affecte en aucun cas mon jugement. Je suis libre de dire ce que je veux, donc je vais dire exactement ce que je veux. Je n'ai pas de biais là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu est disponible en impression à la demande sur lulu.com. C'est un petit format genre A5, un petit peu plus grand, je ne connais pas exactement le nom du format. Je ne sais jamais si c'est Royal ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est un petit format. Au niveau de la qualité d'impression, donc là on a une couverture rigide pour ce jeu. La qualité d'impression chez moi elle est très bonne. Je sais qu'avec l'impression à la demande, ça dépend un petit peu des imprimeurs dans votre région du monde, etc. Mais en tout cas moi la version que j'ai reçue, elle est très bonne. Je l'ai ouvert vraiment beaucoup de fois. Et les pages ne se décollent pas, il y a vraiment zéro souci là-dessus. La qualité du papier est bonne, voilà, on sent que c'est de l'impression à la demande bien sûr, mais en tout cas j'ai pas à me plaindre, le livre est vraiment correct, j'ai vraiment aucun reproche à faire là-dessus, mais avec l'impression à la demande, on ne sait jamais trop sur quel imprimeur on va tomber et comment ça va rendre à la fin. En tout cas, moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu aucun problème. Donc, on est sur un livre qui est tout couleur, avec une maquette qui est monocolonne, une police d'écriture qui a été bien choisie pour l'ensemble du texte. C'est assez clair, les éléments qui doivent être mis en avant sont mis en avant, l'utilisation du gras est bonne, il n'y a pas de faute de français, etc. Moi, j'ai repéré deux petites fautes d'orthographe, deux petites coquilles qui ont depuis, je les ai fait remonter à l'auteur. C'était genre en plus dans les toutes premières pages, je les ai fait remonter à l'auteur. Il les a corrigés. Donc si aujourd'hui vous achetez le jeu, eh bien il n'y aura pas ces deux petites coquilles que j'ai vues. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas j'en avais vu deux quasiment au début de lecture et je les ai fait remonter et depuis il les a corrigés. Donc là-dessus, il y a... Franchement, c'est du très très beau travail, bien mis en avant. Il a fait la maquette lui-même et il a vraiment apporté un grand soin à l'ensemble. Donc je disais, une police qui est bien utilisée, une taille de police qui est bonne. Il y a juste, pour certains encarts, il y a des encadrés des fois d'ambiance, style années 40, avec des citations de films notamment. Et ces encadrés utilisent une police genre années 40, que moi personnellement je n'aime pas du tout. Alors ça marche vraiment dans le style, hein, mais moi j'aime pas du tout et ça me complique la lecture à fond. Dès qu'il y a ce genre d'encadré, c'est vraiment compliqué pour moi, mais... ça marche vraiment bien dans le thème, je peux pas dire le contraire. C'est juste un goût personnel, je pense, où je trouve ça un petit peu plus compliqué à lire.
Au niveau des illustrations maintenant, eh bien Dog Dandy a apporté un soin particulier à choisir ses illustrations. Alors il y en a qui proviennent de banques d'images, etc. Mais il y en a d'autres qui ont été faites spécialement pour le jeu, et notamment des illustrations de Clément de Ruyter, que vous connaissez peut-être pour être l'un des best-sellers français de l'année 2023, puisque c'est l'auteur de Donjons et Chatons, enfin en tout cas l'auteur principal de Donjons et Chatons, qui est un des jeux les plus vendus de 2023. Et donc Clément officie dans Café Noir avec pas mal d'illustrations quand même. Il y en a quelques-unes, mais en tout cas Dog Dandy a pris soin d'apporter les bonnes illustrations pour son jeu. Et ça fait plaisir. On n'est pas du tout sur un jeu qui utilise de l'intelligence artificielle. Alors pour deux raisons. Déjà à l'époque, je crois pas que Midjourney, etc. c'était déjà sorti, c'était déjà, ça avait déjà le vent en poupe. Et puis deuxième point, Dog Dandy, il est anti-IA comme pas possible. Donc clairement, c'est pas dans un de ces jeux que vous allez voir de l'illustration par IA. Si jamais c'est un point tabou pour vous, eh bien sachez qu'avec ce jeu-là, vous êtes tranquille. Donc niveau illustration, tout est ok, niveau maquette, tout est ok. Il y a quand même des points qui me gênent un petit peu, que je qualifierais de points négatifs pour moi. Alors, en étant expatrié, c'est un point auquel je fais de plus en plus attention. Dans les jeux français, on a souvent tendance à utiliser des expressions et des mots français, et non pas francophones, mais vraiment français de France, quoi. Par exemple, au niveau des caractéristiques, eh bien, on a muscle, souplesse, résistance, ciboulot, flair et gueule. Alors, le ciboulot, personnellement, j'aurais pas appelé ça comme ça. Je comprends ce qu'il a voulu faire, mais j'aurais pas appelé ça ciboulot, comme cigare si vous préférez. Pour des Français, ça va parler, mais pour un francophone, ça va peut-être être moins évident. Après, j'exagère un petit peu, mais c'est le genre de point que je retrouve très souvent dans des jeux français qui s'adressent à des Français et non pas à des francophones. C'est un point vraiment mineur, attention, c'est pas du tout une critique négative, mais c'est vrai que c'est le genre de truc que je remarque. J'ai jamais entendu ciboulot, en tout cas au Québec, peut-être qu'on l'utilise, mais je l'ai jamais entendu ici. Deuxième point qui me gêne un petit peu, c'est la façon dont sont décrits les échecs critiques. Alors, on parlera du système tout à l'heure, mais c'est un jeu avec des réussites et des échecs critiques, qui va jouer avec un des 20 et on va devoir faire en dessous de sa caractéristique. Et je vous expliquerai tout ça en détail tout à l'heure. Mais sachez juste que si vous faites un 1, c'est une réussite critique pour vous, et si vous faites un 20, c'est un échec critique, donc c'est un effet bénéfique pour le MJ qu'on appellera ici le barista. 20, c'est open bar pour le barista, qui a tout loisir pour vous humilier et vous en mettre plein le cornet. Il ne s'agit pas de tuer le personnage, mais s'il finit avec quelques dents pétées et le nez dans la boue, c'est parfait. Tout dépend du contexte. Cette description me gêne pour 2 points. Tout d'abord, eh bien, il y a le point 1, on a ici l'utilisation de plein le cornet. Alors si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, je pense que vous allez comprendre sans aucun problème. Mais si vous êtes ailleurs dans le monde, notamment comme moi au Québec, eh ben, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de langage français, ça risque de gêner. Alors encore une fois, c'est un point tout à fait mineur et qui ne gêne peut-être que moi. Mais le deuxième point qui me gêne le plus, c'est qu'on me dit clairement qu'un échec critique, c'est fait pour humilier un personnage. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, un échec critique doit être une chute en avant. On doit faire, oui, échouer, mais on doit quand même faire avancer l'histoire. On ne doit pas se contenter de faire « Ah bah t'as glissé et t'as de la boue plein la gueule ». C'est quelque chose que j'aime pas, c'est une méthode de jeu que je n'utilise pas et je ne veux pas humilier mes personnages et surtout mes joueurs et joueuses à table. Connaissant un peu l'auteur, je pense pas du tout que Dog Dandy soit comme ça non plus. Il est plutôt du genre à prendre soin des gens autour de la table. Mais en tout cas, cette description-là vraiment me gêne. Je pense que là, il y a on va dire un échec critique sur l'intention qui a été écrite. Voilà, c'est le seul vraiment paragraphe que j'ai trouvé un peu gênant et qui me dérange. Et enfin, le dernier point que j'ai trouvé un petit peu déroutant, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ce jeu. Tout d'abord, vous avez l'explication du noir, vous avez la création de personnages, le système, enfin bref, tout ce qu'on doit retrouver. Mais vous avez en plus un mode solo, des options de jeu, donc pour adapter les règles, l'utilisation de règles optionnelles, etc. Un mode narratif, donc on change le système pour un mode narratif. Et puis, vous pouvez aussi aller créer vos settings. Vous avez toute une rubrique de conseils, en plus de 2 scénarios. Un scénario classique qui utilise le moteur du jeu et un scénario qui utilise le moteur narratif. Bref, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est pas vraiment un point négatif parce que c'est bien d'avoir plein de choses. Mais on se retrouve un petit peu avec un effet, waouh, il y en a beaucoup quoi. C'est comme un gâteau au chocolat. Vous voyez, on va vous dire, tiens, voilà du gâteau au chocolat, vous allez prendre votre gâteau, vous allez le manger, dire ouais, bah c'est un gâteau au chocolat.
et vous allez vous arrêter là. Mais si vous reprenez une deuxième part, vous allez dire, tiens, en haut, c'est du chocolat noir. Au mieux, c'est du chocolat blanc. En dessous, c'est du chocolat au lait. Après, il y a du praliné. Après, et au final, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses. Et le tout mis ensemble, comme ça, compacté, ça peut avoir un effet... j'en ai trop, là. C'est trop... il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un livre qui est très bien fait, très bien rempli. On vous propose plein d'options, mais à votre lecture, c'est bien de filtrer un petit peu ce vers quoi vous voulez aller. Si c'est le mode narratif qui vous intéresse, ou si c'est le mode solo, etc. Voilà, vous pouvez comme ça juste filtrer un petit peu les sections. C'est pas vraiment un point négatif, c'est juste qu'il y a un effet un petit peu tiens, t'en veux encore, vous reprendrez bien un petit chocolat. Mais par contre, point positif, c'est qu'en 155 pages, vous en avez vraiment beaucoup qui vous sont donnés, entre les scénarios, les conseils, le système, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui vous sont fournies. Comme on dit au Québec, il y en a pour des fous puis des fins, et comme on dit en France, il y a à boire et à manger. Tout ça c'est bien beau, mais maintenant parlons un petit peu système, il est temps de rouler des dés. Alors, le jeu utilise un dérivé du Macchiato Monster. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu écrit par Eric Niedan, que vous pouvez retrouver en print on demand aussi sur DriveThru notamment, qui est le moteur de base d'ailleurs de Donjons et compagnie, pour ceux qui connaissent. Et donc Macchiato Monsters, lui, est tiré d'un autre jeu, il est tiré du Black Hack, qui est lui un jeu OSR tiré de Donjons et Dragons BX, si je me souviens bien de Black Hack. Donc on est sur un jeu qui est le hack d'un jeu, qui est le hack d'un jeu, qui est le hack d'un jeu. Ça fait beaucoup de hack. Mais en tout cas, Café Noir tire ses origines du Macchiato Monster, ça se sent, mais ce n'est pas non plus un copier-coller du Macchiato Monsters, il a beaucoup de choses à lui. Alors, comme c'est un dérivé du Black Hack, il en récupère pas mal d'ingrédients. C'est-à-dire qu'on va utiliser un D20 qu'on va devoir jeter sous une caractéristique, faire donc en dessous de cette caractéristique. Par exemple, si j'ai 10, je vais faire 8, c'est une réussite, parfait. Si je fais 1, c'est une réussite critique. Si je fais 20, c'est un échec critique. Ça, c'est super simple. En plus de ça, vous avez des dés de ressources. Par exemple, j'ai une arme, je tire, je jette mon dé de munitions, qui est D8 à ce moment-là. Si je fais 1, 2, 3 sur ce D8, eh bien, il baisse. Donc maintenant, j'ai D6 munitions. Je continue de jouer, je tire à nouveau, je jette mon D6, je fais 1, 2 ou 3. Maintenant, mon dé est un D4, etc., etc. Et quand je n'ai plus de dés, D4, après, il n'y en a plus, et j'ai plus de munitions en stock. Vous voyez le concept ? Et il y a plusieurs ressources comme ça qui sont découpées. Un petit peu comme vous pouvez l'avoir pour ceux qui connaissent Cthulhu Hack, Macchiato Monsters, etc. On a ces dés qui diminuent en fonction de l'utilisation des objets, mais pas que. Vous avez aussi des encres et des dettes notamment. Alors commençons déjà par les dettes. Par exemple, quand vous étiez plus jeune, eh bien vous avez sauvé la vie à quelqu'un dans la rue, et depuis, il vous en doit une, comme on dit dans le milieu. Eh bien, quand vous allez avoir besoin de quelque chose, vous allez pouvoir vous servir d'un de ses contacts, d'une de ses dettes, aller demander à cette personne-là de remplir sa dette. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui vous en doit pas mal, vous avez D8 en dette. Donc la personne fait ce qu'elle vous doit, ce que vous lui demandez, vous jetez le dé de dette, et si vous faites 1, 2, 3, et bien maintenant, vous avez D6. Et une fois qu'on arrive en dessous du D4, et bien la personne considère qu'elle ne vous doit plus rien, elle a rempli ses obligations, et puis c'est terminé, vous ne pouvez plus avoir accès à cette dette-là. Et vous avez aussi vos encres. Alors les encres sont très très importantes dans le jeu et c'est un des gros points forts du jeu, je trouve. C'est le point qui doit être mis en avant puisque c'est vraiment un point qui va à fond avec le genre noir. Vos points de vie sont représentés par des points de souffle. Alors c'est pas vraiment vos points de vie, c'est à la fois vos points de vie mais aussi vos points de santé mentale, etc. Quand vous allez vous faire tirer dessus, vous risquez de perdre des points de souffle. Quand vous voyez des scènes traumatisantes ou que votre personnage est confronté à pas mal de choses, il va perdre potentiellement des points de souffle. Ces points de souffle, vous pouvez les récupérer en dormant, vous en récupérez quelques-uns, mais c'est pas ça qui va vous faire récupérer le plus. Ce qui va vous faire récupérer le plus, ce sont vos encres. Et les encres, c'est simplement des relations avec des PNJ. Donc par exemple, Luigi, il adore sa mère. Et Luigi, il aime bien le dimanche aller chez maman pour manger des spaghettis. Très bien, je suis en train de faire un gros cliché là, mais c'est pas grave, hein, vous avez compris le principe. Donc Luigi
La veille, il va se battre et perdre des points de souffle. Et il est quand même pas mal affaibli. Eh bien, le lendemain, il va aller chez sa mère et il va aller manger des spaghettis. Il passe un moment avec ce qui lui fait du bien dans sa vie. Il exploite son encre. Donc, on va faire des scènes de roleplay autour des encres. Et puis, c'est comme ça que vous allez pouvoir regagner le maximum de points de souffle. Et je trouve que ce concept est super intéressant. Alors ça peut donner lieu quand même à de longues scènes de roleplay, suivant les joueurs, de longues scènes de roleplay qui vont être centrées autour d'un joueur, mais pourquoi pas faire interpréter une encre par un autre joueur autour de la table. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, où chaque joueur interprète l'encre d'un autre joueur. Ça pourrait comme ça permettre de créer du jeu entre eux, plutôt qu'une longue discussion entre un joueur et le MJ, si évidemment vous avez l'envie de jouer ces scènes avec les encres. Voilà, moi c'est quelque chose qui me plairait et que je trouverais intéressant autour de la table, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas à tous, et il y a peut-être juste quelqu'un qui va dire moi je vais voir la stripteaseuse du coin que je vais voir d'habitude et puis terminer. Et il va quand même récupérer ses points de souffle, puisqu'il aura été voir une de ses encres et qu'il aura passé un moment dans quelque chose qui fait du bien à son personnage. Voilà, ça c'est vraiment un point que je trouve majeur et vraiment un très très bon point pour ce jeu. Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, les dés d'encre, chaque encre est liée à un dé, et quand vous avez terminé votre dé, le dé s'épuise et vous n'avez plus accès à cette relation. Donc après, à vous d'imaginer ce qui s'est passé pour que cette relation s'arrête, s'épuise tout simplement. Voilà, vous n'avez plus accès à cette relation, il faudra vous en reconstruire de nouvelles. Il y a encore deux petits points qui me viennent en tête. Tout d'abord, la création de personnages. La création de personnages, elle est vraiment rapide. Vous avez quelques points à répartir, un peu une spécialisation à choisir qui va vous donner quelques traits. Voilà, ça va vous donner un peu les grandes lignes de votre personnage, ce en quoi il est compétent, etc. pour les jets de dés qui sont résolus, comme je vous ai dit tout à l'heure, de façon extrêmement simple. Vous allez choisir aussi votre équipement. À savoir une chose d'ailleurs que j'ai trouvé très intéressante, c'est que ce jeu, de base, moi j'étais parti du principe qu'on était dans les années 30-40 comme dans le film noir classique. Et bien en fait pas du tout. De base, le jeu va vous proposer de jouer à notre époque. Donc au niveau du matériel, on va avoir du matériel de notre époque. Et c'est bête, hein, mais je m'en suis pas rendu compte avant de lire la liste d'équipements et de voir qu'il y avait des Ford Mustang 76, etc. Donc pas du tout quelque chose que j'imaginais à ma lecture de base, où je pensais vraiment que c'était un jeu qui allait se dérouler de base dans les années 30-40, comme le film noir. Et j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir ce jeu qui se passe par défaut à notre époque. Alors, on peut changer ça, je vous l'explique juste après. Mais donc, la création de personnages, je vous disais, est très rapide. Et il y a un dernier point que je voudrais aborder sur le système, c'est tout ce qui est enquête. Parce que là, vous allez vous dire, oui, c'est un jeu où on incarne des policiers ou des détectives, où on résout des crimes, etc. C'est assez faux, en fait. C'est vrai, effectivement, majoritairement, on va résoudre des enquêtes, mais c'est pas un jeu d'enquête. C'est pas un jeu d'enquête, et je dirais que c'est peut-être un petit peu la partie faible du jeu, mais c'est à dessein. C'est pas un jeu d'enquête, c'est un jeu où on explore les personnages, les relations entre eux, etc. Donc il va y avoir une enquête qui va servir de cadre, dans laquelle vos personnages vont interagir, trouver des indices, etc. On va avoir un dé d'enquête notamment qui va servir à résoudre tout ça, mais il n'y a pas de mécanique d'enquête à proprement parler. On est vraiment plus sur la réflexion que vont avoir les joueurs entre eux, etc. Et vraiment tout le système vous pousse à développer l'interaction entre les personnages et à explorer leurs différentes facettes, leur côté sombre, leur côté lumineux, les PNJ qu'ils ont autour d'eux, etc. Donc si vous cherchez un jeu d'enquête pur et dur, genre un Cthulhu Gameshoe, c'est pas vraiment le jeu pour vous, je dirais. C'est vraiment un jeu d'enquête, oui, mais surtout qui va explorer les personnages comme le fait en fait un film noir, hein, tout simplement, ou un roman noir. J'aimerais maintenant vous parler des options qui sont fournies avec le jeu pour l'adapter à vos envies. Il y a pas mal d'options pour rendre le jeu un petit peu plus mortel, parce que c'est pas un jeu qui est foncièrement mortel, on a beaucoup de possibilités de s'en sortir, mais on peut le rendre plus mortel si on veut, on peut le rendre un peu plus dur, un peu plus doux, on peut adapter certains points, et j'ai trouvé ça très bien, puisque c'est aussi couplé à une mécanique pour créer votre cadre de jeu, votre ville en gros.
On peut tout d'abord choisir la période, on en a 2 qui sont proposés, donc on va revenir dans le passé, donc comme je vous disais, années 30, années 40, etc. Ou bien on va carrément se déplacer dans un univers plus cyberpunk. Et on va pas se mentir, le cyberpunk, ça emprunte quand même vachement en noir au niveau de ses thèmes. Alors oui, les thèmes sont traités différemment, mais on retrouve tout de même ces puissants qui écrasent les petits, la mendicité, les côtés sombres, la pornographie, la prostitution, enfin voilà, ce genre de choses, les dépendances, voilà. Le cyberpunk emprunte quand même beaucoup au noir. Et eh bien, vous avez la possibilité de prendre le jeu Café Noir et de créer votre ville ou d'en récupérer une déjà faite comme Night City pour faire votre jeu noir cyberpunk à vous. Et dedans, on vous dit, bah voilà, si vous voulez faire tel thème, utilisez telle et telle option de règle qui collerait mieux avec l'ambiance que vous voulez donner. Je trouve ça vraiment cool parce qu'on n'est pas juste lâché comme ça dans la nature. Ça nous donne on va dire une route à suivre. Moi, ça nous aiguille sur les choses qu'on pourrait choisir. Donc ça, c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup d'options comme ça. Ou alors l'utilisation de dons optionnels. Voilà, ce genre de truc si on veut un peu plus de complexité pour les personnages. Ensuite, on a une bonne grosse partie aide pour le barista. Donc je rappelle que le barista, c'est le MJ. Et d'ailleurs, les joueurs sont appelés les durs à cuire. Un nom que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, mais ça c'est vraiment une histoire de goût personnel. Mais le barista a à sa disposition beaucoup d'aides de jeu qui peuvent vraiment l'aider lors des parties. On va être sur d'une base des générateurs, donc des générateurs d'intrigues, des générateurs de noms, etc., qui vont vous aider à mettre en scène la partie, ou juste un événement, voilà, qu'est-ce qui va se passer, on est en train de jouer en total impro, on jette un des 20, boum, il se passe ça, crac, le scénario commence. On va avoir voilà, ce genre d'aide pour la partie, et c'est très cool, notamment le générateur de noms, c'est vraiment très très bien. Et nous allons notamment avoir des conseils pour mettre en scène le noir. Donc voilà, beaucoup d'options, de bons conseils. En plus là-dessus, vous rajoutez le mode solo si c'est votre truc. Et en plus, un mode narratif si vous aimez jouer sans jet de dés, etc. Juste en narration partagée. Tout vous est fourni dedans. Comme je vous ai dit, c'est un vrai gâteau au chocolat, mais avec plein de couches de chocolat différents. C'est donc l'heure du pour qui pourquoi. Alors pourquoi ? Eh bien pour jouer du film noir, hein, si jamais vous ne l'avez pas encore compris. Non, c'est vraiment un jeu qui est taillé pour ça. C'est pas un jeu qui a le cul entre deux chaises, qui vous fait croire qu'on est un jeu de pure enquête, mais on va mettre un petit peu de noir, ou qui vous fait croire qu'il est un jeu de noir, mais en fait on va jouer de l'enquête. Non, non. Ce jeu, il vous dit, je suis fait pour jouer du noir, et on va jouer du noir. Voilà, il n'y a pas de... avec un brin d'enquête parce que ça fait partie du noir, mais il n'y a pas de mystère. Donc pourquoi ? Pour jouer du noir. Pour qui maintenant ? Eh bien pour les gens qui aimeraient peut-être vivre des expériences roleplay un petit peu plus importantes que ce à quoi ils sont habitués. Si vous êtes du genre à aimer le roleplay, mais que vous avez du mal à emmener vos joueurs dans des... scène assez intense au niveau roleplay, si jamais vos joueurs ont un peu de mal avec ce concept-là, mais qu'ils aimeraient en savoir plus, qu'il n'y a pas de réticence non plus, et que vous voulez essayer, eh bien je pense que c'est un jeu qui est très bien pour ça, pour provoquer des scènes assez intenses au niveau roleplay, notamment parce que y a les encres, ou les personnages entre eux, ce genre de choses, et c'est vrai que l'utilisation des encres, pour moi, c'est vraiment le point fort, puisque on va pouvoir déclencher pas mal de scènes avec ça. Il n'y a pas que ça, hein, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un gros point fort. Donc pour qui pardon, pour des gens qui aimeraient bien pousser un petit peu plus le roleplay, pour des gens qui aimeraient jouer du film noir ou découvrir ce genre tout simplement, et je dirais des gens qui aiment l'enquête, mais qui restent quand même des enquêtes assez light. Je pense qu'on pourrait faire des enquêtes compliquées, ça après c'est au MJ de créer les choses qu'il a envie de créer, mais qui n'ont pas envie de s'embêter avec des mécaniques lourdes d'enquête, etc., qui veulent y aller un peu plus cool, tout en étant
vraiment axé sur les relations entre les personnages. C'est un jeu dans lequel il va y avoir de l'action quand même, on a des échanges de coups de feu, etc. On a un système de combat, mais si vous voulez faire vraiment du gros combat pendant des heures et des échanges de tirs, etc. pendant des heures, c'est pas vraiment le jeu fait pour vous. Là, on est sur des échanges de coups de feu et de bastons qui vont être assez rapides, assez dangereux aussi, puisque vos points de souffle vont tomber rapidement. Votre personnage n'est pas forcément mort quand il arrive à la fin de son souffle, sauf si quelqu'un passe à côté et lui tire une balle en pleine tête. Ce serait un peu salaud de faire ça. Mais voilà, si vous voulez jouer quelque chose d'un petit peu plus humain, un petit peu plus, je dirais, resserré en termes à la fois de cadre et aussi voilà, resserré sur les relations entre les gens. Par contre, attention, si jamais vous n'êtes pas bien en ce moment, que vous avez des tendances à la dépression, ce genre de choses, eh bien c'est un jeu que je ne vous conseillerais pas pour l'instant. Attendez d'aller mieux parce qu'on aborde des thèmes qui peuvent être très difficiles. On aborde la maltraitance, on aborde le fait d'être une femme battue par exemple, la dépendance, ce genre de choses. Ça peut être des thèmes qui viennent heurter. Alors, soit vous voulez essayer et vous prévenez le MJ qui pourra faire un scénario un peu plus light, mais si jamais vous embarquez dans une partie sans savoir du tout ce qui va se passer, attendez-vous à ce que les thèmes soient quand même assez durs. Hein. On n'est pas dans un jeu qui veut vraiment feel good non plus. On est dans un jeu qui est assez mature et qui peut faire assez mal si vous n'allez pas bien. Je sais que ça peut paraître un petit peu étrange comme recommandation, mais eh bien, je vous la fais quand même. Alors, en conclusion, Café Noir, édition Venti. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'en pense que du bien, honnêtement. Oui, il y a 2-3 points qui m'ont gêné un petit peu, mais c'est rien de majeur. Je veux dire, il y a beaucoup de choses. Alors, à la lecture, ça peut être un peu confus. On finit une première lecture, on se dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai lu? Attends, faut que je relise d'autres passages. Je vais reprendre une lecture plus approfondie, donc ça demande de filtrer un petit peu. Oui, c'est vrai. Il y a un paragraphe que je trouve un petit peu problématique, mais c'est pas grave, je comprends ce que veut dire l'auteur. Moi, je vais pas le jouer comme c'est écrit, mais c'est pas grave, je me l'approprie. Donc, vous voyez, il y a pas de point où on se dit ah non, je peux pas jouer à ça, c'est nul, c'est mal écrit ou ce genre de truc. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un jeu qui a été réfléchi, qui a été pensé, qui a été travaillé par son auteur. Le système, c'est du solide parce qu'on est sur le hack d'un hack d'un hack d'un hack. Voilà, on hack dans tous les sens. Et puis on boit beaucoup de café dans ce jeu. D'ailleurs, mention spéciale pour la feuille de personnage qui est très sympa. Elle est très claire et il y a une petite marque de café que j'ai trouvé très sympa puisque voilà, on est dans le café noir et donc il y a des taches de café. Je trouve ça très cool. Donc non, honnêtement, si vous aimez le genre, ça risque de vous donner envie de revoir des vieux films ou même de les découvrir. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur Café Noir. Vous avez bien sûr tous les liens qui sont en description, le site de l'auteur, le bouquin sur lulu.com, etc. Et puis, en attendant de nous revoir, j'espère beaucoup plus vite, hein, maintenant l'année redémarre et donc le planning aussi, on a beaucoup de choses dont on doit parler. La prochaine fois, on parlera de Traveler, j'ai lu pas mal d'aventures quand j'étais en vacances. Donc, on parlera de Traveler la prochaine fois. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire ou tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!